bien, effectivement, je vais vous parler d'un travail qui a été fait à partir en 2019 et 2020 avec l'aide de l'ONB, qui était d'enrichir les indicateurs de l'ONB sur le registre agriculture et biodiversité. Alors, quand je dis enrichir, alors, il faudrait que, comment on fait dérouler le truc? Le dérouler. Comment on fait dérouler ça? Pop, pop. Voilà. Il y a, si vous avez regardé l'ONB, déjà un certain nombre d'indicateurs liés à la question agricole, portant notamment sur les sols, sur la pollution, sur les oiseaux, etc. Mais effectivement, on a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas enrichir un peu la chose? Et donc, le point de départ, c'est qu'on s'est demandé si on pouvait documenter la séquence classique quand on étudie des phénomènes disons, d'action sur la biodiversité, c'est-à-dire la séquence déterminant, pression, état, impact, donc le fameux DIPSIR en bon français. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses qui n'étaient pas pour le moment à notre portée. C'était les deux bouts de la séquence, c'est-à-dire que la question de tous les déterminants socio-économiques qui engendrent des pressions sur la biodiversité, ça supposerait effectivement un travail de modélisation technico-économique qui n'était pas à notre portée, et que de même, le bout de la chaîne, c'est-à-dire les impacts socio-économiques, eh bien, ça serait aussi un travail relativement lourd pour essayer, même s'il y a un certain nombre de papiers de macroéconomie qui relient les pertes de biodiversité à, disons, à des dollars ou à des euros, c'est un autre travail que celui qu'on pouvait documenter. Donc, on s'est concentré sur les deux maillons centraux de cette chaîne, c'est-à-dire les pressions et puis l'État. Et par contre, dans les pressions, on a distingué trois choses. Des pressions qui, à notre avis, viennent de l'extérieur des milieux agricoles, mais agissent sur les milieux agricoles. Des pressions endogènes, c'est-à-dire qui sont liées aux pratiques agricoles elles-mêmes et qui agissent sur la biodiversité des milieux agricoles. Et enfin, des pressions qu'on a appelées exportées, c'est-à-dire des pressions liées aux activités agricoles et qui vont avoir des effets sur d'autres milieux. Et de même, en ce qui concerne l'état de la biodiversité, on a tenu à regarder non seulement la biodiversité spontanée, c'est-à-dire celle de la flore, celle de la faune qui fréquentait les milieux agricoles, mais à documenter la biodiversité utilisée par les agriculteurs, qu'on a appelé là où les biodiversités domestiquées. Alors ça donne effectivement ce modèle à quatre composantes, c'est-à-dire un module A, quelles sont les pressions externes qui vont peser effectivement sur la biodiversité dans les milieux agricoles, quels sont donc le module B, quelles sont les pratiques, les organisations, les manières de faire qui sont liées à l'agriculture et qui vont peser aussi sur la biodiversité agricole. Le module C, c'est celui de la diversité spontanée, c'est-à-dire celle auquel on pense le plus immédiatement quand on parle de biodiversité dans les milieux agricoles. Et enfin, le module D, ce sont les pressions exportées, c'est-à-dire que l'agriculture va adresser vers d'autres milieux. Et la flèche en bleu de retour a juste pour signifier qu'une partie de ces pressions exportées vont peut-être à d'autres endroits du territoire avoir aussi des effets sur les milieux agricoles. Donc il y a une boucle et il y a un système global. Alors, je ne vais pas vous présenter en détail tous les indicateurs puisqu'il y en a 24 au total que nous avons proposés. En fait, on est parti de la lettre au Père Noël, c'est-à-dire tout ce que les gens avaient envie de documenter. Puis ensuite, on a tamisé en disant, ben voilà, est-ce qu'on a des données, est-ce qu'elles sont fiables, est-ce qu'elles sont représentatives, etc. Et donc, on est arrivé à ce produit de 24 indicateurs. Donc, je vais à chaque fois vous montrer un ou deux indicateurs particuliers de ces différentes rubriques.
Sur les pressions, donc deux choses que nous avons étudiées. D'une part, les phénomènes de pollution importée et en particulier tout ce qui est pollution par les métaux lourds. Et d'autre part, et on a considéré que c'était une pression externe, eh bien, la perte de surface agricole, c'est la réduction des surfaces agricoles. Pollution importée, je passe rapidement. On avait des données liées à du travail qu'avait fait l'ADEME et qui permettait effectivement non seulement d'avoir des idées des quantités totales de métaux lourds qui étaient apportés sur l'ensemble des sols, qu'ils soient d'ailleurs agricoles ou pas, mais surtout de les décomposer suivant leurs sources. Et vous voyez tout de suite, et je ne détaillerai pas davantage, qu'une partie importante de ces apports bien, c'est lié aux activités, aux intrants agricoles eux-mêmes, c'est-à-dire ce sont les déjections animales, donc les lisiers qui sont utilisés, ça c'est en orange, et d'autre part les engrais minéraux qui contiennent un certain nombre de résidus de métaux lourds, et donc effectivement une partie de ces pollutions sont non pas délibérées, mais sont liées en partie aux activités agricoles, et donc on a quantifié ça, mais je ne détaille pas davantage. Ce qu'on a fait seulement, c'est d'essayer de voir si, globalement, au niveau de la ferme France, la question était préoccupante et regarder juste les deux ronds en rouge. Les deux ronds en rouge, ça vous dit effectivement que par rapport à ce qu'on considère comme des apports tolérables par an, on est à peu près à 5% de ce qui est tolérable globalement au niveau moyen de la France. Et le deuxième chiffre, 0,17, c'est effectivement ce que représentent les apports par rapport au stock moyen de ces éléments minéraux dans les sols. Et vous voyez là aussi que ces apports annuels, mais ils sont en partie cumulatifs, eh bien, sont relativement faibles, moins de 1%. Mais disons que ça, c'est le global. Ensuite, peut-être faut-il suivre ça de manière plus détaillée, mais je n'en parlerai pas de manière plus détaillée. Deuxième indicateur sur lequel on s'est, disons, plongé, c'est effectivement cette question de la réduction des surfaces agricoles. Et ce que vous avez ici d'abord, pour un petit peu qualifier les choses, c'est effectivement, d'une part, en vert, les évolutions annuelles des surfaces des milieux naturels. Et vous voyez que de 2003 à 2010, en gros, on gagnait plutôt, il y avait plutôt un gain net d'espace naturel, mais que ça commence à passer en dessous du zéro à partir de 2010-2012. Ce que vous avez en haut, c'est ce qui est connu, c'est-à-dire les gains annuels de milieux artificialisés. Et puis en miroir, assez logiquement, ce que vous avez en bas en marron, ce sont les pertes de surface agricole et qui effectivement ont été particulièrement fortes dans la décennie 2000-2010 et qui ensuite se sont un petit peu tassées, mais ont tendance peut-être à redémarrer. Ce qu'on a voulu faire, c'est le fait de se dire, bon, ça c'est des quantitatives, mais derrière cela, il faut rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'effectivement, à l'intérieur des milieux agricoles, eh bien, il y a des espaces dont l'intérêt du point de vue de la biodiversité est assez variable. Et donc, en particulier, le fait de constater, ça c'est les barres que vous avez en vert, que l'essentiel de ces pertes de surface agricole ont affecté des surfaces toujours en herbe, c'est-à-dire des espaces du type prairies permanentes et autres, qui sont particulièrement intéressantes pour la biodiversité, alors que les terres arables qui sont en marron ont été relativement peu affectées. En fait, c'est des phénomènes un petit peu disons, de domino, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, pour maintenir les quantités de terres arables, on a eu tendance à retourner des prairies permanentes. Et on a essayé effectivement de dire, essayons de donner pour ces grands types d'utilisation du sol un indicateur de biodiversité en distinguant les trois postes que sont les terres arables, c'est-à-dire les cultures annuelles avec généralement du labour, les prairies permanentes, donc avec un couvert végétal permanent, et puis les cultures pérennes, c'est-à-dire les vignes et les vergers. Et je crois qu'il y a un exposé là-dessus dans d'autres ateliers. On a pris les données du réseau de mesure de qualité des sols. Et là, je ne détaille pas ce tableau, mais à partir des trois postes que sont la teneur en carbone, la teneur en ADN et la teneur en macrofaune et en particulier lombrique, eh bien, regardez essentiellement la colonne de droite, on a affecté des coefficients d'intérêt écologique à chacun de ces usages. Et ce qui nous a permis effectivement
d'arriver à cette notion de taux d'intérêt écologique, c'est-à-dire le rapport entre ces surfaces pondérées et la surface agricole, et qui permet de dire non seulement on a perdu de la surface agricole, mais le taux d'intérêt écologique de ces surfaces agricoles a tendance à diminuer, et ça nous semble un message important. Le deuxième poste, c'est la diversité dans les milieux agricoles, et là je commenterai juste deux postes. L'un qui est la diversité des espèces utilisées par l'agriculture et l'autre qui est l'utilisation des intrants. Alors, diversité des espèces, un exemple, il y en a d'autres dans le rapport, c'est effectivement les races animales de bovins. Et regardez un peu ces belles couleurs, en fait, c'est l'évolution de l'abondance relative de ces différentes races animales. Ce que vous avez en gris en bas, c'est le fameux phénomène qu'on a appelé l'holsteinisation, c'est-à-dire le fait qu'on croisait de plus en plus avec des vaches noires et blanches. Et vous voyez qu'il a culminé dans les années 90 et qu'il a eu tendance un peu à diminuer ensuite. Et à partir de là, je crois qu'il y a un graphique, on peut faire effectivement une évaluation d'un indicateur de diversité des races animales bovines utilisées. Vous voyez qu'il est passé par un creux dans les années 80 et qu'il a tendance à remonter doucement, mais qu'on est très loin de l'indice de diversité des années, disons, 60, dans lequel on avait une diversité des races beaucoup plus importante. En ce qui concerne les intrants, eh bien, je vous donne ces deux graphiques pour vous montrer effectivement ce qu'on peut suivre. Ce que vous avez en haut en vert, c'est les apports annuels d'azote et de phosphore. Ce que vous avez en orange, c'est les sorties annuelles d'azote et de phosphore liées à ce qui est produit par l'agriculture. On peut calculer le contenu en azote du blé, des laitues, etc. Et ce que vous avez en bleu, c'est le solde. Et ce qui est important de voir, c'est que le solde pour le phosphore à droite est pratiquement devenu à l'équilibre dans les années 2000. Autrement dit, le solde entrée-sortie fait qu'il n'y a plus d'excédent de phosphore qui sort des milieux agricoles. Par contre, effectivement, dans le cas de l'azote, vous voyez que ça reste important, ça baisse un peu, mais très lentement. Autrement dit, globalement, la ferme France est toujours en excédent d'azote, et cet azote, il va partir sous forme d'azote actif, soit vers l'atmosphère, soit par lessivage vers les eaux, et on en reparlera tout à l'heure. Troisième poste, la diversité… Bernard, oui, excuse-moi, il reste 5 minutes. oui, je vais avoir terminé en 5 minutes. Le troisième poste, c'est effectivement la diversité spontanée. Et là, je résume à travers ce graphique. L'indicateur qui est déjà dans l'ONB, ce sont les oiseaux communs, l'indicateur du muséum Stock. Et globalement, on n'a pas réussi, que ce soit pour la faune ou la flore, à trouver d'autres indicateurs qui passaient les cribles que j'ai évoqués. En particulier parce que quand on regarde les plans d'échantillonnage, ou plus exactement les points d'échantillonnage de ces indicateurs, eh bien, on a des choses qui sont avec des phénomènes de concentration locale qui ne permettent pas du tout, à moins de faire un gros travail de redressage des données, d'avoir des indicateurs représentatifs. Ça, c'est le cas effectivement de l'Observatoire agricole de la biodiversité. Et je vous en montre un autre qui est le cas de la flore. Eh bien, il y a eu 3 séquences temporelles d'études de la flore, mais qui ont utilisé des protocoles différents, et vous le voyez avec des concentrations de données très différentes, et on n'a pas réussi à en tirer quelque chose pour le moment sur ces données d'évolution de la flore spontanée. Ça, c'est les invertébrés, je passe. Et puis, dernier point, donc, les pressions exportées, c'est-à-dire ce qui sort du milieu agricole et qui va éventuellement impacter d'autres milieux. Quelques exemples rapides. Ça, c'est les gaz à effet de serre sous forme de gaz carbonique, de méthane et d'oxyde d'azote. Vous voyez en gros qu'ils sont relativement stables depuis les années 90, une très légère érosion. Mais regardez la courbe en rouge, la proportion de l'agriculture dans les émissions totales a tendance à augmenter. Pourquoi? Parce que les autres émissions ont beaucoup plus diminué que les émissions agricoles. Et l'autre graphe que je vais vous montrer, il est encore plus spectaculaire, c'est le cas effectivement des émissions acidifiantes et eutrophisantes, c'est-à-dire c'est les émissions d'oxyde d'azote et d'ammoniac. Et là aussi, une tendance très légère à la baisse,
mais comme ça s'est beaucoup amélioré dans d'autres secteurs, ça veut dire que la part de l'agriculture a pratiquement doublé et représente aujourd'hui 60% des émissions acidifiantes et eutrophisantes dans l'atmosphère, c'est qui retombent sous forme de pluie quelque part sur le territoire. Et puis, je termine donc par ce dernier graphique dans lequel on a essayé de voir une pression exportée qui n'est pas forcément visible, qui est ce que j'appelle la SAU grise, c'est-à-dire les surfaces agricoles utilisées en dehors de la France pour effectivement alimenter la France. Et le graphe que vous avez là, c'est le soja. Vous voyez effectivement que le taux d'auto-approvisionnement de la France en soja est moins de 10%, il va peut-être dépasser les 10%, mais il était de moins de 10%, c'est-à-dire 90% de nos besoins en soja sont couverts par des cultures dans d'autres pays, avec éventuellement des impacts sur la biodiversité. Et ça veut dire effectivement que ça représente de l'ordre de 3 millions d'hectares, c'est-à-dire près de 10% de la surface agricole utile de la France. Et donc, effectivement, la question, c'est que si on veut redévelopper ces productions de protéagineux en France, il faudra le faire sans réexporter les mêmes pressions que celles qui s'exercent dans ces cultures de soja à l'extérieur de notre pays. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé donc pour vous montrer quelques facettes de ce qu'on a pu faire et les difficultés aussi qu'on a pu rencontrer pour mieux documenter ce sujet de la biodiversité en agriculture. Bernard, merci beaucoup de cette présentation qui était très, très riche, où on voit l'importance d'arriver à accéder aux données, de les croiser pour les faire parler. C'est vraiment très, très enrichissant. C'est sûrement très frustrant parce qu'on aimerait creuser et vous écouter encore plus longtemps. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Voilà. Alors, le rapport complet sera bientôt en ligne. Enfin, l'ONB peut le dire, mais donc c'est un gros rapport de 160 pages. Si vous êtes fanat de ça, vous pourrez vous plonger dedans. D'accord. Donc, ça va être publié bientôt donc, par rapport à l'ONB. Ok, très bien. Est-ce que du coup, on a quelques minutes pour prendre 5 ou 6 questions, donc si possible via le forum de discussion, le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Thomas, c'est toi qui suis le chat ou c'est moi qui Ouais, le regarde et je réponds? je regarde et D'accord. ben, tu as déjà répondu à la première question, qui était justement s'il allait y avoir une publication. Donc voilà, c'était la question qui était dans le chat. Beaucoup de remerciements de la présentation. Plusieurs remerciements. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, éventuellement, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écrit pour taper vos questions dans le chat, vous pouvez éventuellement lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Pareil, avec des règles de concision. Donc, questions courtes et sur vraiment de compréhension et réponses courtes, s'il vous plaît, pour faciliter les échanges. Alors, pour lever la main, il faut cliquer dans Réaction et c'est là que vous voyez lever la main. Là. Merci Bernard. Donc, des commentaires, mais c'est plutôt un commentaire, c'est un merci de Arnaud Relou qui dit que la dimension des SAU grises était excessivement intéressante. Voilà. Alors, juste un point sur la SAU grise, on a pris le soja qui est peut-être le plus emblématique. On a regardé la question des importations de viande. Hein, et effectivement, à notre grande surprise d'ailleurs, pour le moment, les surfaces concernées par les fameuses importations de viande d'Argentine, du Brésil, etc., dont on a tant parlé dans les accords internationaux, c'est rien du tout. Pour le moment, il faut voir ensuite par la suite, mais on pensait trouver des chiffres plus importants, mais non, c'est assez dérisoire pour le moment. L'essentiel de ce qu'on consomme en France, c'est de la viande européenne, française éventuellement, mais pas tant que ça, en fait, de viande du continent américain. D'accord, merci pour ces explications. Une remarque de PNR, je n'ai pas ouvert tout l'onglet d'Ancos. Oui, une remarque, il est plus difficile d'élaborer ce type d'indicateur à l'échelle territoriale, voire infradépartementale. Alors, vous avez à l'écran Caroline Mouille, qui, vous la voyez peut-être, qui
qui va s'occuper de ça, puisqu'elle a accepté de rejoindre l'équipe de l'ONB pour un stage. Et donc, justement, on va voir jusqu'où on peut descendre l'échelle pour décliner ces indicateurs à un niveau régional, voire infrarégional. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on va essayer de travailler. Voilà. Merci Bernard. J'ai une question, une main levée de Nathalie Poulet. Nathalie, une question. Je t'écoute. Vous m'entendez? Très faiblement. Très faiblement. Je vais essayer d'appuyer la voix. Bernard, vous nous avez présenté donc les travaux de l'ONB sur les indicateurs d'impact. Est-ce que vous avez la même chose en termes d'indicateurs valorisant des actions qui permettent de maîtriser ou réduire en fait les impacts sur la biodiversité par le secteur d'activité agricole? Alors, oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, parmi les indicateurs qu'on essaye de développer, mais je crois qu'il y aura un exposé tout à l'heure là-dessus, il y a toute la question des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire la présence et l'évolution de la présence de haies et autres alignements d'arbres, etc., qu'on essaye de documenter, mais, et vous verrez l'exposé tout à l'heure, ça pose des problèmes, ne serait-ce que parce que il faudrait aller dans une analyse un peu plus qualitative de toutes ces diversités d'infrastructures et peut-être proposer des coefficients de valeur écologique et aussi regarder où est-ce qu'elles sont pour juger de leur efficacité du point de vue écologique. Donc ça, c'est un point. Par contre, toute la question, effectivement, que j'ai appelée les pressions exportées pour savoir en quoi des excédents d'azote, de phosphore, de phytosanitaires ou de médicaments vétérinaires ont des effets sur la biodiversité d'autres milieux, ben là, on a lâchement considéré que c'était à d'autres équipes de l'ONB de travailler cette question de l'évolution dans d'autres milieux. Merci Bernard pour cette réponse. Une question sur le chat. Dans sa totalité et globalité, quel est le ratio SAU française et SAU grise? Ben, comme je l'ai dit, le seul chiffre qu'on a, c'est la SAU liée au soja. On pourrait éventuellement faire la même chose sur maïs et autres. On a pris le soja parce que là, on est à peu près sûr de pouvoir dire que ça a des impacts sur la biodiversité dans d'autres pays. On pourrait prendre le maïs, et en particulier les importations du type maïs américain ou autre. Mais pour ceux qui connaissent les grandes plaines américaines, qu'on y fasse du maïs ou autre chose, la biodiversité n'y va pas très bien, quoi. Donc, rajouter les surfaces, et puis les surfaces de maïs, c'était plus discutable du point de vue de l'impact. Mais on pourrait effectivement faire ce calcul. C'est un peu lourd parce que il y a à chaque fois des problèmes d'import-export. Et puis, un des principaux pays dont on importe du soja, c'est les Pays-Bas, qui, vous le savez bien, est un gros producteur de soja. Ce qui veut dire que pour des raisons que vous connaissez, il y a une grande partie du soja utilisé en France qui est débarqué à Anvers, Rotterdam ou ailleurs, et qu'on a fait ce travail de reconstitution des flux pour arriver aux trucs totaux, mais c'est un travail un peu de bénédictin, quoi. C'est-à-dire que si on veut calculer cette SAU grise, j'ai donné le chiffre de 10% pour le soja, il y a un gros travail, quoi, mais bon, on pourrait le mettre à l'agenda, notamment du SIB. Ok, merci Bernard. Je vais peut-être encore avoir le temps de prendre deux autres questions. J'essaie de regrouper deux questions sur les données. Donc, est-ce que des cartographies bases de données géolocalisées de ces indicateurs seraient disponibles? Et une deuxième question qui est d'avoir accès au taux d'intérêt écologique en fonction des usages et du type d'agriculture. Alors, sur le premier point, je donne un exemple. Le recensement général agricole qui a lieu tous les 7 ou 8 ans descend à l'échelle communale. Et donc, effectivement, si on veut se plonger c'est des vraies Bibles, hein, mais on a à peu près tous les 10 ans et depuis longtemps, on peut descendre à l'échelle communale et donc éventuellement remonter à partir de l'échelle communale
à une maille qui pourrait être intéressante, qui sont les fameuses petites régions agricoles qui ont été définies en 1946 et qui sont des maillages d'à peu près 500 éléments territoriaux du territoire, qui sont à mon avis de bonnes entités à la fois, disons, écologiques et agronomiques. Donc ça, c'est faisable et Caroline essaiera justement, comme je l'ai dit, de faire un peu ça. Alors par contre, relier ça au type d'agriculture, alors ça, c'est là, la barre monte, parce qu'il faudrait, si on prend les OTEX, enfin pour ceux qui sont familiers des statistiques agricoles, si on prend les OTEX, c'est-à-dire les orientations technico-économiques des exploitations, ce n'est pas vraiment des types d'agriculture, parce que je pense que ce que vous avez en tête derrière, c'est est-ce que les gens font du bio ou pas du bio, ou des choses comme ça. Et là, il faut rentrer dans le secret statistique. Hein. Autrement dit, c'est faisable, mais ce n'est pas une association ONG comme la nôtre qui peuvent le faire. Il faudrait que le SIB puisse demander officiellement la levée du secret statistique pour faire ces couplages au niveau d'une exploitation et de son mode de faire valoir. Donc c'est faisable, mais là, c'est encore plus lourd. Merci beaucoup. Et alors, je rajoute un dernier point, parce qu'il y a quelques études ponctuelles. On sait par exemple que, je prends un exemple connu qui est la viticulture dans le sud-est. En fait, qu'un viticulteur soit en bio ou pas en bio, on se rend compte que ce qui fait la biodiversité de son exploitation, c'est l'environnement naturel autour de la parcelle. Autrement dit, il faut mieux être en conventionnel avec beaucoup d'espace naturel autour qu'en bio en étant entouré de champs de maïs, quoi. Donc, il y a en plus une analyse de spatialisation qui serait à faire et qui serait un peu complexe. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et éclaircissements. Je regarde sur le chat, il y a encore des remerciements. Et donc, oui, c'est des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de l'ONB, mais qui s'appuyaient sur de nombreuses sources de données. C'est les questions-réponses dans le chat. Alors une remarque de Nolwenn Bougon, sur les métaux lourds dans les sols, il faudrait pouvoir nuancer à l'échelle infra, car il doit y avoir des zones ou des territoires plus touchés que d'autres. Ah ben oui, ça on va tâcher de le regarder. Il faut d'une part effectivement considérer que dans les métaux lourds, il y en a qui sont plus lourds que d'autres. Autrement dit, il y en a qui sont aussi des éléments. Puis il y a des toxiques purs. Par exemple, le plomb n'a aucun rôle dans le métabolisme des plantes, donc c'est vraiment un toxique pur. Et effectivement, la question de regarder la cartographie et puis surtout d'avoir, disons, des idées de seuil à partir duquel ça impacte la biodiversité. Là, il y a aussi un travail à faire parce qu'effectivement, la question d'avoir des étalonnages entre les niveaux de contaminants et l'impact sur la biodiversité, pour le moment, ça a été plutôt fait par rapport à des optiques de santé humaine, c'est-à-dire de refuser de faire des cultures alimentaires sur des sols ayant des niveaux de contamination trop élevés. Si on veut prendre les indicateurs par rapport à la biodiversité, là aussi, il y a du travail. Merci beaucoup, Bernard. Une toute dernière question de Laetitia Roger-Perrier. Y a-t-il également des données sur les pratiques d'élevage en plein air ou stabulation? Non, on n'en a pas pris en pratique d'élevage. On a juste regardé les espèces élevées. Non, on n'a pas ça. Il faudrait regarder effectivement, est-ce qu'on a de la donnée là-dessus. Ce qu'on a, c'est les densités type UGB par hectare ou des choses comme ça. Faudrait regarder si effectivement il y a des données sur une typologie des pratiques d'élevage qui permettraient de faire des liens. J'en sais rien. Alors on me dit effectivement l'Institut de l'élevage dispose peut-être de ces informations. Parce que l'enquête pratique agricole, sauf erreur, ce qu'on appelle l'enquête NPK, je crois qu'elle est purement culture. Donc, et je ne crois pas qu'il y ait des données, mais à vérifier peut-être. Merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation et l'ensemble de ces réponses et les échanges avec les participants. On voit qu'il y a plein
Un gros travail déjà réalisé dans le cadre de l'ONB, des pistes très intéressantes de territorialisation. Donc, on voit que la question des données, de l'accès aux données et de leur croisement est un peu au cœur de ces réflexions-là pour leur donner du sens. Encore une fois, merci Bernard pour cette intervention. Voilà. Alors, je termine en remerciant l'ONB pour ces petits dollars et ces petits euros qui ont permis de faire travailler une pauvre association comme la mienne. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, Guillaume Marchand, donc je travaille à l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, à l'équipe agriculture. Donc on va vous présenter aujourd'hui en 2 temps hein, le projet européen NIVA et l'indicateur carbone, l'indicateur nitrate dans un premier temps, et ensuite ma collègue Clélia Sierami de l'INRAE vous présentera plus en détail l'indicateur biodiversité. Donc, le projet européen, c'est un acronyme dans un acronyme, hein, NIVA. On pourrait traduire par les nouvelles visions des systèmes intégrés de gestion et de contrôle, les SIGC. Donc, l'objectif, c'est de créer des outils donc, à travers une collaboration avec 9 organismes payeurs. Et 27 à peu près partenaires techniques, ONG, représentants d'agriculteurs, qui travaillent sous la direction, sous la coordination plus précisément de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Donc le projet dure 3 ans à peu près, on est un peu plus de la mi-parcours. Donc l'objet, c'est d'être innovant, mais de créer concrètement hein, des outils open source pour qu'ils soient facilement réutilisables à travers l'Union européenne, de les tester sur de larges zones et également d'ouvrir ces données des SIGC à d'autres domaines que la politique agricole commune, comme justement la gestion de l'environnement et du changement climatique. Donc, chaque organisme payeur travaille sur un cas d'usage. La France est en charge du développement d'indicateurs agro-environnementaux. Donc, pour vous présenter un peu l'équipe française, l'AFP est coordinateur de ce cas d'usage. L'INRAE est le responsable scientifique et l'IGN le responsable technique. On travaille avec des partenaires français comme l'Agence Bio, les chambres régionales d'agriculture, la PCA, l'OFB, beaucoup d'autres. Et on travaille très étroitement avec 3 pays testeurs, les Pays-Bas, le Danemark et l'Espagne. Donc, ces indicateurs agro-environnementaux ont pour objectif d'évaluer l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement. Donc, l'idée, c'est d'être en cohérence avec les politiques publiques existantes, mais sans pour autant interférer avec les indicateurs qui existent au niveau de la PAC ou au niveau stratégie biodiversité. L'idée, c'est de disposer déjà d'une méthode scientifique et d'obtenir des données disponibles, des données d'entrée disponibles qui permettent de calculer ces indicateurs au sein de l'Union européenne. Donc, parmi ces données, il peut y avoir les systèmes intégrés de gestion et de contrôle dont on a parlé, les RPG, découpage parcellaire par exemple, les codes culture. On va avoir les images sentinelles, les images satellites, radar ou optique. On va avoir des données pan-européennes, météo ou sol, et des données peut-être un peu plus difficiles d'accès comme les FMIS, les Farm Management Information System, qui permettent de récupérer des informations au niveau des logiciels de gestion de ferme, d'exploitation agricole. Donc, au début, il y avait une base de 13 indicateurs à peu près qui ont été proposés. 3 ont été retenus suite à des discussions avec des acteurs clés, et notamment avec la Commission européenne. Donc, parmi ces trois indicateurs, donc, il y a le stockage carbone que je vais vous présenter, la lixiviation des nitrates et l'indicateur biodiversité que vous présentera Clélia dans un second temps. Donc, les principes de calcul reposent sur à la fois un indicateur de bilan qui est calculé à la fin d'une année culturale. En général, c'est de mi-octobre à mi-octobre de l'année suivante. Des indicateurs qui sont calculés sur différents objets, alors à la fois à l'échelle d'une parcelle agricole,
de toute une exploitation agricole, d'un bassin versant, hein, pour le nitrate par exemple, ou à l'échelle d'un paysage, comme c'est plus pertinent au niveau de la biodiversité. On utilise différents degrés de calcul qu'on nomme tiers en référence aux travaux du GIEC, avec un premier niveau de calcul qui est assez facile d'accès, le tiers 1, avec voilà, des données libres comme le RPG ou les données Sentinel. Les résultats, en revanche, seront moyennement précis. Les seconds tiers 2 et 3, eux, sont davantage précis, mais en revanche, reposent sur des données beaucoup plus difficiles à accéder, comme par exemple ces données agriculteurs, les données FMIS ou autres. Donc, le premier indicateur que je vais vous présenter, c'est l'indicateur carbone, qui est développé sous la direction scientifique d'Éric Séchia, du laboratoire de CESBio de l'INRAE. Donc rapidement, l'objectif, c'est de quantifier le stockage carbone dans le sol en fonction du temps de couverture et du type de culture majoritaire ou des cultures intermédiaires. Le premier niveau de calcul, le tiers 1, c'est déterminer un flux net de CO2, c'est-à-dire des échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère. Donc, on applique une approche empirique, hein, qui est basée sur la relation entre le temps de couverture des sols et la fixation de CO2 atmosphérique. Donc ça fonctionne sur la plupart des grandes cultures majoritaires, des cultures uniquement sur des terres arables, hein, les plus grandes majoritaires, avec un seuillage donc, de NDVI, de l'indice de végétation qui est issu de Sentinel-2. Le second tiers nécessite des données sur la gestion des exploitations, et notamment les exports de paille ou les imports d'amendements organiques. Le dernier tiers, lui, est basé sur une approche modèle, SAFI CO2, qui permet de calculer d'autres données sur la biomasse ou les rendements, les flux de CO2. Mais là, il est nécessaire d'avoir absolument ces données des logiciels de gestion de ferme. C'est un indicateur qui est calculable sur 4 grandes cultures et qui est encapsulé sur une chaîne agricarbonéo du CESBio. Donc, c'est des résultats beaucoup plus précis. On se rapproche vraiment du bilan carbone avec ce tiers 3, mais en revanche, avec des données plus difficilement accessibles en entrée. Le deuxième indicateur que je voulais vous présenter, c'est celui sur la lixiviation des nitrates, hein, ce qui est développé sous la direction scientifique de Christian Boxtaller, hein, du laboratoire LAE de l'INRAE. Donc ici, le principe de la méthode qui a été développée dans le cadre du projet H2020 divers impacts, c'est qu'il y a un risque pour la qualité de l'eau en cas de présence de nitrates dans les terres agricoles au début du drainage hivernal. Donc on prend en compte ici la culture précédente qui va produire du nitrate, hein, la minéralisation des résidus ou le sol nu, et le couvert intermédiaire et la culture suivante qui, à l'inverse, elles vont absorber du nitrate. Donc le premier tiers utilise donc le RPG, donc les codes culture, les indices de végétation au niveau de Sentinel-2 pour voir identifier les cultures intermédiaires et une note de minéralisation et d'absorption par culture. Le second tiers des données, le second niveau de calcul, plus complexe, lui, nécessite des données climatiques, pédologiques pour affiner ce niveau de minéralisation. Et le type des couverts intermédiaires, qui n'est pas dans les déclarations du RPG, qui n'est pas dans la déclaration PAC et qui n'est pas non plus connu, facilement identifiable à partir des images satellites Sentinelle. Voilà. Donc le troisième indicateur, et qui nous concerne peut-être plus ici, qui vous intéresse peut-être plus aujourd'hui, et qui s'inscrit en tout cas mieux, hein, dans le cadre de ce séminaire, est l'indicateur biodiversité. Je vais laisser la parole à Clélia, si elle nous a rejoint, pour poursuivre la présentation. Oui. Bonjour à tous. Je vais donc prendre le relais. Merci Guillaume pour cette présentation. Donc le travail qu'on a fait en tant qu'écologue basé dans une unité qui s'appelle DINAFOR, donc une unité INRAE à Toulouse, c'est de réfléchir à cet indicateur biodiversité, donc sur la même logique que les deux autres, avec des niveaux différents en termes de précision. Ce qui est forcément un peu plus compliqué pour la biodiversité, comme vous en doutez, c'est qu'on a des facteurs multiples qui vont influencer sur la biodiversité, qui interagissent parfois entre eux.
Et donc, finalement, on est un peu contraint, si on veut vraiment fournir un indicateur qui soit performant, de prendre en compte l'ensemble de ces variables. Ouais. Et donc, l'idée, en fait, conceptuellement, c'est basé sur le fait que la biodiversité est influencée à la fois par la quantité et la qualité de milieux semi-naturels, leur diversité également. Les prairies permanentes, alors avec tout le débat sur qu'est-ce qu'une prairie permanente, en tout cas une prairie plutôt naturelle, j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça dans le chat. La taille des parcelles a récemment été montrée vraiment de façon très convaincante comme un facteur clé à prendre en compte pour estimer le niveau de biodiversité dans les paysages agricoles. La diversité des cultures peut également jouer. Et enfin, bien sûr, la grosse boîte des pratiques. Donc, souvent, les indicateurs existants de biodiversité, ils vont se concentrer sur une de ces variables, par exemple la quantité de milieux semi-naturels. Mais donc, on voit bien une étude récemment publiée qui montre que finalement, la taille des parcelles, elle va avoir autant d'effets sur le niveau de biodiversité que la quantité de milieux semi-naturels dans le paysage. Donc là, on voit bien que ce ne serait pas satisfaisant d'avoir un seul indicateur, qu'on appelle des indicateurs simples, pour prédire le niveau de biodiversité. De la même façon, il y a souvent des études qui utilisent la notion d'indicateur, de taxon indicateur. C'est souvent le cas des oiseaux, par exemple. Or, on a de nombreuses études qui montrent que tous les taxons ne répondent pas de la même façon. Et donc, on n'a qu'une vision partielle si on utilise un unique indicateur, un unique taxon. Et enfin, un des challenges aussi quand on veut fournir un indicateur de biodiversité, c'est qu'on sait qu'on a des variations en termes de biogéographie, ne serait-ce qu'en France, entre le nord et le sud de la France, on n'a pas du tout les mêmes niveaux de biodiversité. Donc ça nécessite aussi de réfléchir à comment intégrer toute cette complexité dans un indicateur unique, puisque c'est bien ce qu'on recherche in fine. Et donc, on a basé notre réflexion, qui est peut-être un petit peu moins avancée que les indicateurs précédents, sur un projet européen qui s'appelait le projet Farmland, qui était un projet Biodiversa qu'on avait conduit sur un ensemble de groupes taxonomiques sur 5 pays différents, 8 régions agricoles très contrastées, avec des climats contrastés, des configurations de paysages et des types de production différents. Mais sachant qu'on était quand même plutôt dans des mosaïques de terres arables et pas trop dans la partie du gradient qui correspond aux paysages très agro-pastoraux. Donc, le système prairie, ça, on ne l'a pas vraiment pris en compte dans ce projet. Ça sera une perspective pour la suite, je pense. Et donc, grâce à ça, en fait, on a pu construire des modèles qui prennent en compte l'ensemble des groupes taxonomiques et leurs réponses dans un indice synthétique qui est ce qu'on appelle un indice de multidiversité, qui permet de regarder, de compter le nombre de groupes taxonomiques qui dépassent un certain seuil de biodiversité par rapport à leur maximum régional. Donc, sur la base de ce modèle-là, on a proposé un indicateur. Donc, la Commission européenne et les partenaires qu'on a contactés se sont montrés très intéressés, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup d'indicateurs aussi intégrateurs qui existent. La différence qu'il faut noter, c'est que c'est un indicateur qu'on calcule au niveau du paysage et non au niveau de la parcelle, contrairement aux précédents indicateurs que Guillaume vous a présentés. On peut imaginer le calculer au niveau de l'exploitation, sachant qu'une exploitation n'est pas toujours un espace continu, donc ça ne serait pas une mesure de la biodiversité réelle, mais plutôt du potentiel de l'exploitation agricole à contribuer à la biodiversité au niveau d'un paysage. Voilà pour les points à avoir en tête quand on présente cet indicateur. Donc, comme je l'ai présenté sur la diapo précédente, on a le défi, c'est de trouver des données qui sont disponibles très facilement à l'échelle de la France, voire même dans les autres pays européens, puisque là, on était dans le cadre d'un projet européen. Donc, il a fallu pour chaque boîte que j'ai présentée dans le modèle conceptuel dans la diapo précédente, qu'on identifie les données existantes. C'est assez simple quand il s'agit des prairies permanentes, avec toutes les limites de cette catégorie. La diversité des cultures ou la taille des parcelles, ce sont des données qui existent maintenant dans le RPG. Sauf la donnée pour les cultures intermédiaires, qui, elles, seraient plutôt des données qu'on obtient à partir des données satellites Sentinel. Pour la boîte des pratiques, qui est quand même une boîte assez complexe, les seules données qui sont facilement disponibles dans le RPG, c'est est-ce que la parcelle est en bio ou en agriculture conventionnelle. Donc, c'est avec ce premier niveau d'information qu'on a réfléchi à notre
premier niveau d'indicateur. Et enfin, donc pour la variable qui est tout à gauche, sur la quantité, la proportion de milieux semi-naturels dans le paysage, si en France, on pourrait imaginer peut-être trouver des données qui permettent de calculer cette variable, dans les autres pays, ce n'est pas une donnée qui est disponible. Donc là, on a proposé une approche par soustraction qui permet de calculer cette variable, quel que soit le pays européen. Donc, pour vous présenter cette méthode par soustraction, juste une illustration. Donc là, on a un carré d'1 km par 1 km qu'on considère être notre paysage dans ce calcul d'indicateur. On va obtenir la couche des parcelles agricoles qui sont déclarées dans le RPG. On va également avoir la couche de toutes les infrastructures qui sont les surfaces imperméables, donc les routes, les bâtiments. Et par soustraction, ce qui va nous rester, en fait, c'est ce qu'on considère être les milieux semi-naturels, ce qui nous permet d'avoir une méthode qui soit valable partout dans tous les pays d'Europe pour estimer cette variable. Donc, on a, sur cette base, on arrive avec, à partir du RPG, des données sur les surfaces artificialisées, à produire un premier niveau d'indicateur qui est très intégrateur et qui a la grande qualité d'être calculable dans tous les pays d'Europe. On est également en train de réfléchir à un deuxième niveau d'indicateur qui est plus précis, donc qui permettrait notamment d'affiner ce qu'on a dans cette grosse boîte des milieux semi-naturels. Est-ce qu'on a différents types de milieux, notamment pour les éléments linéaires qui ne sont pas faciles à détecter, à cartographier, mais qui vont avoir un impact disproportionné positif pour la biodiversité. On a aussi l'objectif d'intégrer la donnée sur les cultures intermédiaires, donc comme je le disais, via les données Sentinel-2. Et enfin, d'ouvrir cette grosse boîte des pratiques, puisque la distinction, la dichotomie bio-conventionnelle est loin d'être satisfaisante. Mais là, l'enjeu, c'est d'identifier les sources de données qui nous permettraient d'avancer dans un indicateur plus précis. Donc, les actions qui sont Il vous reste 1 minute. Oui, merci beaucoup, je termine. Donc, c'est de terminer la recalibration du modèle donc, pour ce premier terrain qui est déjà bien avancé, de l'appliquer et de le tester sur des zones tests qu'on a déjà identifiées, donc ça c'est un travail en cours, de confirmer également l'ampleur, le domaine de validité de l'indicateur. Comme je le disais, c'est surtout centré sur des paysages à dominante avec des terres arables, des cultures, et pas vraiment sur les domaines agro-pastoraux. Et enfin, tout le travail qu'on fait également en ce moment dans le cadre du projet NIVA, c'est d'échanger avec des partenaires pour identifier leurs besoins, quels seraient les fournisseurs de données pour avancer dans les tiers 2 et 3, et comment on pourrait imaginer un système avec des producteurs de données qui puissent ensuite contribuer à un système comme le SIB qui diffuserait cette donnée une fois que l'indicateur serait calculé. Voilà, et donc les utilisations potentielles, il y en a plusieurs qu'on aurait aimé discuter avec vous, notamment en termes de politique publique, mais aussi peut-être à une échelle plus locale pour les agriculteurs, pour valoriser toutes les actions en faveur de l'environnement. Il y a des enjeux de spatialisation, il y a des enjeux de contribution à la future PAC, et peut-être des enjeux aussi en termes de labellisation, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de labels environnementaux qui prennent en compte la biodiversité de façon très précise. Voilà, je vous remercie. Et on est disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Clélia et Guillaume, pour cette présentation sur ces 3 indicateurs, sur ces démarches. Oui, c'était très intéressant, très dense. Et il y a plusieurs questions, mais je vois qu'il y avait plusieurs questions. Donc, on attaque de suite les questions, hein, parce que là, je pense qu'on aura le temps de poser 5 ou 6 questions maximum. Donc, il y avait 2 questions sur la taille ce que c'était la taille du paysage, mais je vois que dans le chat, en fait, David a répondu. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas le chat sous les yeux, c'est des carrés paysagers de 1 km par 1 km. Je pense que, sauf si vous voulez compléter, Clélia ou Guillaume. Juste une précision, on utilise une grille avec une projection LAEA européenne qui nous permet justement de travailler sur des zones transfrontalières ou de pouvoir garder la même dimension de notre carré, de notre cellule kilométrique d'un pays à l'autre, quelles que soient les zones au niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est important pour travailler justement sur cette continuité au niveau de l'espace et peut-être même dans le temps, dans un second temps. Ok, merci Guillaume. D'autres questions? Est-ce qu'on a la même finesse des données selon tous les pays européens?
pour le calcul de ces indicateurs-là? L'idée, en tout cas, c'est que pour le tiers 1, c'est ça l'objectif, c'est d'avoir les mêmes données, d'utiliser par exemple, pour la diversité des cultures, d'utiliser une nomenclature qui soit standardisée et la même dans tous les pays pour éviter des différences entre pays. Comme on l'a présenté pour le calcul des surfaces, c'est valable dans tous les pays également. Donc, c'est censé être le plus standardisé possible. Après, quand on va descendre dans les tiers 2 et 3, là, par contre, on va avoir des différences entre pays. Ok, merci. Il y a une autre question qui était, mais je pense que vous avez un peu répondu dans votre présentation, c'était sur une question du PNR des Grands Coast. Comment nous avons un vrai problème, je lis la question, nous avons un vrai problème pour qualifier les prairies naturelles, proches en rendu des prairies artificielles, et plus encore sur les parcours, milieux ouverts et semi-ouverts, par nature très hétérogènes. Y a-t-il des travaux sur ces milieux agropastoraux? David est peut-être plus calé que moi pour répondre. Je sais qu'il y a des travaux en télédétection pour évaluer la diversité des prairies permanentes. Après, est-ce que ça a été appliqué pour faire la distinction entre prairies naturelles et prairies semées? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que dans le projet NIVA, on s'était concentré sur les paysages de culture, quel que soit l'indicateur, mais on avait en projet, et c'était notamment le cas pour l'indicateur carbone, dans un deuxième temps, de s'intéresser au cas des prairies. David, ouais, tu veux compléter? Juste pour compléter, effectivement, ce qui est le mieux classé aujourd'hui, c'est quand même les prairies hors milieu de montagne. Il y a des travaux en cours, et notamment dans le cadre de la production du produit OZO, occupation du sol, qui est distribué par le pôle TEIA. Il y a des travaux en cours justement sur les milieux de montagne pour améliorer la classification, mais c'est pas finalisé pour l'instant. Donc, il y a des travaux, on va dire, à l'échelle locale. Certains labos ont déjà travaillé par télédétection sur ces milieux agropastoraux, mais de là à avoir une approche opérationnelle et qui qualifie la qualité des habitats, voilà, je n'irai pas jusque-là. D'accord, merci David. Alors là, il y a pas mal de questions qui tombent. Il y avait une question de Fred qui demandait qui va ou a développé les outils informatiques d'exploitation de ces indicateurs. Je ne sais pas qui peut répondre de vous trois. Alors, je peux peut-être répondre. Donc, les méthodes ont été définies dans le cadre du projet Farmland. Le modèle va être recalibré maintenant dans le cadre de NIVA. Et donc, en fait, c'est dans le cadre de NIVA, entre l'IGN, DINAFOR et donc les différents partenaires, on va mettre à disposition les outils pour le calcul de cet indicateur. Donc, à voir, je ne sais pas, Guillaume peut-être pourra répondre si la méthode sera en accès libre après, et les scripts. Et oui, l'idée vraiment, c'est ça, c'est de pouvoir avoir des outils open source qui soient diffusés largement, utilisés, réutilisés à travers l'Europe. Et on a un GitLab qui est en train d'être ouvert, donc un dépôt des codes et des algorithmes qui est en train d'être ouvert à tous pour qu'on puisse les utiliser. Ok, merci. Alors, une autre question sur l'indicateur lixiviation nitrate. Est-ce que le paramètre intrant, donc les lysines, est pris en compte ou pas? C'est une question de poser. Alors, on n'est pas les spécialistes de cet indicateur. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'au niveau 1, c'est-à-dire pour que ça basé sur des données qui sont disponibles partout, ce n'était pas possible d'avoir cette information-là facilement. Donc, pour l'instant, ce n'était pas inclus. Mais par contre, c'est dans les niveaux tiers 2 ou 3, je ne sais plus lequel, où là, on affine en fait chaque paramètre en intégrant ces valeurs, dont les intrants. D'accord, merci. Donc, plusieurs questions sur la méthode de calcul et notamment, est-ce que une question de José Russe du CGAER, l'indicateur biodiversité est-il suffisamment structuré, définition, source, pour être utilisé pour construire un paiement pour service environnemental? Alors,
Clélia, vas-y, parce qu'on en a parlé récemment avec le MTE. Je te laisse répondre peut-être si… En tout cas, c'est une question que vous savez aborder. Ouais, mais c'est une question qui est un petit peu un fil rouge qui ressort de temps en temps depuis le début du projet. Je pense qu'on n'était pas positionné, en tout cas avec cette philosophie-là au démarrage. Je pense que, en plus, il faut bien avoir en tête que c'est un calcul qu'on fait au niveau du paysage, qui va dépendre de plein de choses qui ne sont pas forcément que liées à l'agriculteur, à ses choix. Et avec une incertitude aussi qui est forcément élevée. Donc, moi, personnellement, ça me paraît délicat d'aller aussi rapidement vers un paiement pour services environnementaux basé sur un indicateur comme ça. Mais du coup, Guillaume, tu as peut-être des échos plus récents. Non, mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir peut-être des indicateurs PSE qui seraient calculés à une échelle vraiment locale. Et l'avantage peut-être d'un indicateur comme le nôtre au niveau biodiversité, ce serait d'avoir quelque chose de calculé vraiment à l'échelle du territoire, et de pouvoir peut-être mettre en parallèle les différents indicateurs locaux ou régionaux pour peut-être harmoniser justement la politique des PSE ou les paiements. Aujourd'hui, c'est en discussion. C'est pas du tout, c'est pas du tout acté, mais ce potentiel de calcul à l'échelle vraiment d'un pays ou au-delà reste quand même assez intéressant et présente un intérêt, je pense, pour les PSE. Merci pour ces réponses. J'ai encore le temps d'une ou deux questions. Une question de Pascal Lapébi. Recensez-vous les données relatives aux haies linéaires de qualité et au bocage en général? Dans d'autres bases de données, oui, qu'on n'utilise peut-être pas nécessairement, en tout cas pas dans un tiers 1 où on va vraiment utiliser des données de la BD topo, donc vraiment de l'hygiène, hein, donc des données qui décrivent le paysage à l'échelle nationale. Dans un second tiers, dans un second niveau de calcul plus détaillé, on pourra utiliser la nature des surfaces non agricoles à l'échelle des parcelles, à l'échelle des exploitations, et peut-être identifier effectivement la nature des surfaces non agricoles qui présentent un intérêt en termes de biodiversité, comme les mares ou les bosquets ou les haies. Mais dans le dispositif de suivi des bocages, par exemple, on travaille sur le recensement des haies en France. Après, il y a différentes thématiques et différentes définitions aussi qui peuvent se croiser au niveau des attentes euh, des, des différentes politiques publiques. D'accord. Peut-être une dernière question de Bernard, je ne sais pas si Louis. Peut-on aborder la question de la qualité du carbone fixé, plus ou moins métabolisable selon la culture et la profondeur des racines? C'est une bonne question. Et on a vu que les cultures d'hiver avaient de très bonnes réponses en termes de fixation du carbone dans le sol par rapport à des légumineuses ou à des cultures qui avaient un système racinaire moins développé. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment… Eric Séchia, hein, du CESBio, qui est vraiment spécialiste de ces indicateurs, et on pourra lui relayer la question. Mais en tout cas, je sais que la qualité du sol aussi peut avoir un intérêt et rentre dans les tiers 2 et 3 hein, de calcul. Et joue sur le système racinaire, en tout cas au niveau de la météo et du sol et du type de culture, on va avoir cette caractéristique racinaire qui va être pris en compte dans le calcul. Est-ce que c'est dans un détail ou un niveau très fin? Je vais relayer la question. Merci Guillaume. Donc une ultime question de Pauline Lavoisie. Au-delà de la méthode de calcul de l'indicateur biodiversité, avez-vous commencé à travailler sur des seuils pour envisager donc les utilisations évoquées précédemment, donc le PSE, etc. Est-ce que vous avez travaillé sur des seuils, sur la notion de seuil? Non, pour l'instant, on n'a pas travaillé là-dessus. Il faut savoir que déjà, on est dans un indicateur qui est défini, qui est basé sur des seuils, puisqu'on on identifie le nombre de groupes taxonomiques qui dépassent un certain seuil.
Donc déjà, on est dans cette logique-là. Après, c'est toujours délicat de fixer des seuils dans quelque chose qui est graduel ou sur quelle base est-ce qu'on fixe des seuils sur ce qui est la distribution des paysages existants en France, par exemple, et donc on qualifie des seuils c'est classé dans les 10% les plus favorisant la biodiversité ou voilà, ça, je sais que c'est des questions qui reviennent toujours quand on fait le lien avec les politiques publiques, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Non. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons au terme du temps imparti. S'il y a vraiment quelqu'un qui a une question rentrée, qui brûle la langue, il peut aussi lever la main ou l'écrire s'il y avait une dernière question. En tout cas, merci pour cet exposé qui montre bien l'enjeu encore une fois, de croiser les données, de les mettre à disposition, des données, des calculs, des outils pour arriver à approcher une connaissance de ces différents milieux. Et donc, c'était des exemples très intéressants et avec des échanges riches avec les participants. J'espère que c'est que... C'est bon. 15 minutes. Ok, bon, ça devrait aller. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter moi le suivi des ENI, c'est le suivi des effets non intentionnels du coup des pratiques agricoles sur la biodiversité. C'est un programme qui est financé par le plan Ecophyto, par l'OFB via le plan Ecophyto et qui est piloté par le ministère de l'Agriculture et il est animé au niveau national par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, pour vous expliquer un peu déjà d'où il vient ce suivi et depuis quand il est actif, c'est un suivi, un projet de l'axe 5 du plan Ecophyto qui visait à renforcer les réseaux de surveillance des bioagresseurs sur le territoire. Et il est actif depuis 2012. Il est intégré en fait au réseau de la SBT, c'est la surveillance biologique du territoire. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez mieux dans quoi il s'inscrit. La surveillance biologique du territoire, elle comprend la santé des végétaux et l'épidémiosurveillance. Et donc, le suivi des ENI, il est dans cette catégorie d'épidémiosurveillance et on essaye d'observer l'effet des pratiques agricoles et des produits phytosanitaires sur la biodiversité et sur les bioagresseurs. Dans le cadre du SIB, ça sera plutôt la partie suivi des ENI sur la biodiversité qui intéressera la base de données. Donc, pour vous faire un petit schéma, juste, je ne vais pas le détailler, mais c'est pour vous montrer l'étendue du réseau en l'état actuel. Il intègre pas mal de synergie déjà, puisque, comme je disais, il est piloté par le ministère de l'Agriculture, il est financé par le plan Ecophyto, donc par l'OFB, et il est animé par le MNHN, et il se structure avec une gouvernance donc, au niveau national, et il est décliné en comités régionaux avec des animateurs et des observateurs régionaux qui impliquent une multitude d'autres acteurs, donc il y a pas mal les chambres d'agriculture qui sont impliquées. Il y a les FREDON aussi, c'est les fédérations régionales d'observation des organismes nuisibles. Il y a la LPO parfois, les fédérations de chasse, les coopératives et les professionnels agricoles qui, eux, sont en observateurs régionaux et qui vont être impliqués dans le réseau pour faire remonter les données sur la biodiversité qu'ils vont observer. Donc, qu'est-ce qu'on mesure dans le suivi des ENI? Il y a 4 sous-groupes qui sont observés. Donc, au niveau du sol, ce sont les vers de terre qui vont être observés. Et au niveau de la biodiversité aérienne, disons, il y a la flore, il y a les coléoptères et il y a les oiseaux. Et ils sont tous mesurés avec des protocoles qui sont identiques pour tous les observateurs. Et c'est des protocoles simplifiés pour que, y compris les personnes qui ne seraient pas des naturalistes ou des entomologistes, puissent faire les mesures.
Sachant que pour notamment les coléoptères et les vers de terre, les observateurs font leurs mesures et aussi font des prélèvements et des photos qu'ils envoient aux experts du Muséum national d'histoire naturelle pour des vérifications, pour être sûr que ce ne soit pas des identifications erronées. Donc voilà, pour préciser un petit peu l'ampleur du réseau, ces 4 sous-groupes d'espèces que je viens de citer sont relevés tous les ans en fait, sur 500 parcelles. Il y a 80% à peu près de ces parcelles qui sont en agriculture conventionnelle et à peu près 20% qui sont menées en agriculture biologique. Et il y a des cultures annuelles, donc blé tendre, maïs, salade, et il y a une typologie de culture pérenne, et c'est la vigne dans le réseau. Donc ça, c'est une cartographie du coup des comités régionaux. Donc dans chaque région, il y a une tête de réseau qui va gérer les animateurs et les observateurs. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un tas d'intervenants, que ce soit des conservatoires, des comités de l'interprofession, les chambres pas mal, les frédons et des stations d'expérimentation. Très vite, je vous montre juste les protocoles pour expliquer en fait la grosse quantité de données qui retombent chaque année. C'est-à-dire que pour les oiseaux, il y a 2 mesures par an qui sont effectuées. Et il y a 28 espèces qui sont mesurées. Pour la flore, il y a une liste de 100 espèces qui sont mesurées en bord de parcelle. Pour les vers de terre, c'est 6 blocs qui sont analysés, 6 blocs de terre dans lesquels il y a un tri manuel en fait, et une identification visuelle. Et pour les coléoptères, pareil, c'est en bordure, 3 passages par an de mesure de tous les coléoptères qui sont retrouvés. Donc là, pareil, c'est sur des protocoles qui sont standardisés pour tous les observateurs et qui sont simplifiés. Donc voilà, je vous présente un peu des mesures qui sont faites par les observateurs et qui sont relevées. Et donc ce réseau qui est actif depuis 2012, du début jusqu'à 2015, les données étaient saisies sur Excel. Et depuis quelques années, c'est une base de données du ministère de l'Agriculture qui sert pour le stockage des données. Et c'est le portail Récital qui sert pour le stockage. Donc là, je vous ai mis toutes les données qui sont relevées, c'est des données parcelles, des données sur l'environnement de la parcelle et sur les itinéraires techniques, sur les pratiques culturelles, donc les données biodiversité des espèces relevées. Et du travail de sol, des pratiques de désherbage et d'utilisation des phytosanitaires. C'est des données qui sont chronologiques, en fait, puisqu'on suit les successions culturelles et le travail du sol. Donc, ça permet d'avoir les outils pour mettre en relation les pratiques et l'effet sur la biodiversité. C'est en fait le but du réseau, mais l'énorme jeu de données, en fait, il est assez complexe à maîtriser. Donc, du coup, si on regarde... Excusez-moi. Du coup, si on regarde quelques résultats, je vous en ai choisi 2 parce que c'est les plus intéressants, je pense, pour mettre en lumière ce qui est analysé par le réseau. Donc, pour les vers de terre, par exemple, si on met en relation le travail du sol et les observations de l'abondance de vers de terre, on voit qu'il y a plus de vers de terre s'il y a une fertilisation organique par rapport à quand... pardon. C'est la mauvaise diapo. Quand il y a une fertilisation organique, quand il y a une fertilisation minérale. Donc ça fait sens parce que si c'est une fertilisation organique, il y a plus de matière organique à décomposer dans le sol, donc plus de vers de terre. Et si on regarde l'abondance des vers de terre par rapport au travail du sol, là c'est pareil, c'est des choses qu'on peut sentir souvent dans les observations, c'est que en sol labouré, il y a moins de vers de terre qu'en sol avec de la culture, un travail de sol simplifié. Et il y a encore plus de vers de terre en semi-direct. Et
l'université de Rennes, qui est référente sur l'analyse des vers de terre pour le réseau ENI. Ils sont allés plus loin et ils ont démontré que, enfin, ils ont trouvé qu'il y avait des phénomènes de compensation en fait entre le labour et la fertilisation organique, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, dans un sol labouré, il y a moins de vers de terre et dans un sol avec une fertilisation organique, il y a plus de vers de terre. Mais du coup, une parcelle qui serait en labour avec une fertilisation organique, elle pourrait voir sa population de vers de terre aussi abondante qu'une parcelle qui serait en semi-direct, mais qui par contre aurait une fertilisation organo-minérale. Donc, ce réseau de suivi des ENI, il s'organise en fait depuis 2012 avec toutes les infos qui remontent au niveau des observateurs, au niveau des parcelles jusqu'au niveau national. Et pour traiter les données, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place. Donc, jusqu'à 2018, c'était un premier groupe de travail qui a surtout travaillé à mettre en place un traitement statistique en fait de ces données et qui a fait assez peu de valorisation des conclusions. Depuis 2019 et en ce moment, c'est un collège de chercheurs et d'experts qui rassemble du coup le Muséum, l'INRAE et l'ANSES. Et ils ont 2 thésards qui travaillent dessus et ils prévoient de plus axer leur travail, eux, sur la valorisation des données et sur réussir à faire plus de liens en fait, entre les pratiques agricoles et les pratiques phyto, avec l'impact sur la biodiversité, sachant qu'au niveau de la valorisation, en plus des articles scientifiques qui ne sont pas vraiment une vulgarisation pour le grand public, ils font chaque année un bulletin de conclusion par région qui est du coup destiné aux agriculteurs et qui est un peu plus vulgarisé sur le traitement de la donnée. Voilà. Ah oui, je vous ai mis, du coup, ça c'est les axes en fait, de travail pour les années à venir. Donc, pour suivre les avancées méthodologiques statistiques, c'est ce que je vous disais. Donc, le jeu de données est tellement dense qu'il faut quand même réussir à le traiter de façon efficace, et sachant qu'il n'est pas non plus toujours complet, comme tous les jeux de données, il y a parfois des trous à combler. Donc ça, c'est un des plus gros enjeux qui entourent le suivi des ENI, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces données, de réussir à bien les valoriser et auprès des professionnels et auprès de toutes les personnes qui en auraient besoin. D'où l'intérêt, en fait, d'intégrer dans ce réseau d'autres réseaux. Donc, on avait pensé à l'OAB, à Éco-Bordure, et d'où l'intérêt de parler ici aujourd'hui avec vous et du SIB, puisque c'est un des moyens, en fait, de mettre ces données un peu plus accessibles et utilisables pour avoir une vision de l'effet des pratiques agricoles sur la biodiversité. Du coup. Voilà, donc sachant que la surface agricole utile en France, c'est quand même plus de 50% du territoire. Donc là, c'est 500 parcelles qui sont suivies depuis 9 ans, avec un grand nombre d'indicateurs qui sont mesurés. Il y a beaucoup d'acteurs du monde agricole qui sont impliqués en suivi temporel des pratiques. Donc, une fois que les enjeux d'accessibilité des données et de valorisation statistique ont été bien fixés, on peut penser que ça aidera à identifier les pratiques qui sont les plus néfastes et les pratiques qui sont les plus positives pour la biodiversité, pour donner des clés aux acteurs à choisir un système agricole qui sera au moins positif pour la biodiversité agricole. Voilà. Je pense que je suis dans les temps, j'ai un peu accéléré. Merci beaucoup, Ariel, pour cette présentation très intéressante sur la phyto et les indicateurs, les données qui sont suivies. Du coup, c'est le moment des échanges. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat.
Vous pouvez également, si vous n'êtes pas à l'aise avec le chat, lever la main et j'essaierai de vous donner la parole donc, pour les questions sur la présentation que Ariel vient de vous faire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Je ne vois pas de questions pour l'instant, mais moi j'en ai, donc je vais poser mes questions. Donc, non, c'est intéressant ce suivi. On voit que c'est du suivi long terme, en fait, et qu'il y a un enjeu de faire connaître ces données au-delà de ce à quoi elles servent initialement et de les valoriser. Est-ce que c'est des données qui sont, j'allais dire, facilement accessibles et partageables avec d'autres acteurs? On a vu d'autres présentations. Ça pourrait peut-être intéresser d'autres acteurs ou chercheurs. Est-ce que c'est des données? Comment sont accessibles ces données? Alors, du coup, ces données, là, elles sont stockées par le ministère de l'Agriculture. Elles sont peut-être pas diffusables en tant que telles, notamment en termes de localisation des parcelles et de pratiques sur les produits phytosanitaires. Mais l'enjeu, c'est justement de réussir à faire le tri et peut-être d'anonymiser un peu le traitement de ces données pour qu'à la fois on ait une donnée générale, assez précise quand même, mais sur les pratiques et les données de biodiversité en regard. Et ça, il faut quand même le voir avec le ministère. Oui. D'accord, merci. C'est le sens de ma question, tu as bien répondu. Une question de Pauline Lavoisie. Merci pour la présentation. Comment pensez-vous intégrer d'autres acteurs, étant donné les différences de protocole quand on rentre dans le détail? Donc, pour reprendre OAB et Éco-Bordure que vous avez cités. Alors, quand je disais intégrer des nouveaux acteurs, c'était pas pour la récolte des données en tant que telle qui est faite par les observateurs au niveau des parcelles. C'était intégrer des nouveaux acteurs dans la valorisation des données et dans les groupes de travail, puisqu'il faut savoir qu'il y a 5 groupes de travail qui chacun réfléchissent à la valorisation, au traitement statistique, aux pratiques, aux données biodiversité. Et c'est dans ces groupes de travail-là qu'en fait, on pense que ça serait possible d'élargir les visions, plus que dans la donnée des taxons, enfin des relevés de taxons, si c'était ça le sens de sa question. Je suppose aussi, Pauline, si vous voulez préciser. Oui, non, apparemment c'est bon, tu as parfaitement répondu à la question. C'était ça le sens de la question. Est-ce que d'autres participants ont des questions adressées à Ariel, la présentation d'Ariel? Après, on prendra le temps peut-être d'essayer de faire une conclusion rapide sur l'ensemble des événements pour voir le lien entre les trois interventions. Mais Antoine, tu as une question que tu veux faire à l'oral? Je le fais à l'oral. Vas-y. Bonjour à tous. Oui, là, j'ai bien compris qu'il y avait donc 4 groupes taxonomiques qui étaient suivis depuis 2012 maintenant. Vous avez jamais envisagé, au fur et à mesure des nouveaux enjeux qui apparaissent, de rajouter peut-être 1 ou 2 groupes? Je pense en fait aux pollinisateurs. Alors, dans les coléoptères, il peut y en avoir, mais c'est du coup assez fragmentaire comme entrée pour les pollinisateurs. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas évoqué l'idée de rajouter un 5e groupe qui serait en lien avec la pollinisation et ce service-là? Alors, c'est vrai que c'est une bonne idée. Non. Non, mais ça pourrait être rajouté, c'est vrai. Je ne sais pas si les observateurs régionaux seraient prêts à… Ça leur prend déjà pas mal de temps pour l'instant à faire les 4 taxons là actuellement. Donc, en intégrer encore un, je ne sais pas si c'est si facile, mais si, ça serait bien. Ça serait toujours mieux d'avoir plus de données. Il y a aussi l'enjeu de bien les traiter, ces données qui ne sont pas… Enfin, une fois qu'on les a récoltées, il faut qu'on les utilise. Et on n'utilise déjà pas tout, je pense. Mais ici, les utilisateurs, oui, c'est sûr que c'est un des enjeux
centraux. Bon, on les voit pas. Merci pour la question et pour la réponse. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore sur cette présentation-là? Non, pas d'autres questions. En tout cas, je n'en vois pas. D'accord. Du coup, alors je ne vais pas faire un exercice périlleux qui serait de faire une synthèse de ces trois interventions. Je vais simplement faire en fait un témoignage de mon ressenti au travers de ces trois présentations. On voit bien à travers ces témoignages que il y a des sources de données qui sont multiples, plus ou moins avec des données plus ou moins facilement accessibles, plus ou moins qualifiées, plus ou moins protocolées pour les besoins ou les usages qu'on imagine. On voit bien qu'il y a des fois des données qu'on va chercher un peu ailleurs et pour les croiser, pour les faire parler, qu'il y a vraiment un enjeu de pouvoir échanger sur ces données-là, que ce soit pour la construction d'un indicateur très synthétique ou pour mesurer des effets sur la biodiversité d'une pratique, notamment la pratique agricole, ou les impacts sur la biodiversité agricole. Donc, c'est quelque chose qui est, je trouve, qui est un peu le fil rouge de cette présentation-là. C'est à la fois le besoin d'accéder à des données diverses qui sont acquises selon différents systèmes, protocoles, et le besoin de les valoriser et de les croiser, de les faire parler ensuite et de les diffuser. Et du coup, voilà, moi, c'est un peu mon ressenti. Au travers de ces trois exposés, on voit qu'il y a des pistes, en tout cas, dans les échanges que vous avez pu avoir entre vous, les questions qui ont été posées sur voilà, comment on pourrait faire évoluer le protocole pour que on puisse l'utiliser dans un autre cadre, comment on peut prendre en compte des besoins de politique publique ou d'utilisateurs dans le cadre d'un projet déjà existant. Donc voilà, moi j'ai entendu pas mal de pistes, en tout cas intéressantes, en tout cas de synergie, puisque c'est un peu l'objectif de ce séminaire de ce second jour, de demain en fait, de créer des synergies. Je trouve qu'au cours de ces trois interventions et des échanges qui ont eu lieu, voilà, il y a des pistes et des idées qui sont intéressantes pour mettre en commun, pour faire ressortir en fait quels sont vos besoins en fait en tant que producteur, en tant qu'utilisateur, autour des données, des services que pourrait fournir le SIB pour répondre aux questions que vous vous posez et pouvoir, voilà, sur les outils, les services, l'accès aux données. Voilà, il y a pas mal d'éléments, je trouve, qui sont ressortis de ces échanges et qui sont très, très riches.